pensée aujourd'hui plus particulière par rapport à ma mère, c'était son grand regret de n'avoir pas su où était mort son père. J'accepte ce qu'on m'appelle le légiste des poilus. Alors, faut voir si c'est honorifique ou humoristique. Parce que le docteur Frémont tient cette vocation de son père, qu'il a grandi sur ce lieu de bataille, dans le respect et le souvenir des morts pour la France, Verdun, c'est son histoire, comme celle de tous les poilus qui hantent encore ce linceul préservé, appelé la zone rouge. Alors là, on est dans les tranchées de première ligne allemande, juste avant la grande attaque sur Verdun du 21 février 1916. Alors, quand on regarde bien, on peut retrouver toutes sortes de vestiges. Voilà par exemple une queue de cochon. Une queue de cochon, c'était quelque chose, un pieu en ferraille qu'on vissait en terre. Et puis là, il y a des anneaux et il y a des barbelés qui étaient installés là. On pouvait aussi se piquer par l'extrémité supérieure. Et tout ça était tout le long des tranchées pour empêcher un assaillant éventuel d'arriver. De 1914 à 1918, l'Europe est en guerre. La ligne de front s'étend sur 700 km. Sur cette ligne, Verdun reste connu aujourd'hui pour avoir été le théâtre, en 1916, de l'une des batailles les plus emblématiques et les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Les soldats ont vécu un véritable enfer, un déluge de feu et d'acier qui s'est abattu sur eux pendant 300 jours et 300 nuits. En près d'un an, 60 millions d'obus ont été tirés. Tous n'ont pas explosé. Là encore un obus. Des obus comme ça, il y en a encore des milliers sur le champ de bataille. Et malheureusement, il y a des gens qui les collectionnent, qui les ramassent, et qui essayent de les déminer. Il ne se passe pas une année sans qu'on ait un accident, parfois grave, avec des obus chimiques. Et aujourd'hui encore, la guerre de 14, malheureusement, fait des victimes. Verdun, c'est une guerre de position avec des tranchées, des obus qui explosaient. Il n'y a pas 1 mètre sans qu'il y ait un trou d'obus. Donc même un soldat qui était tué et dont le corps était en entier, après, il y a d'autres obus qui sont tombés et souvent il a été disséminé. Surnommée le Grand Abattoir, la bataille de Verdun a fait 714 000 victimes, mortes, blessées ou handicapées à vie. Aujourd'hui, 80 000 soldats manquent toujours à l'appel. Ils sont ici, quelque part, dans ce qui est l'une des plus grandes nécropoles à ciel ouvert du monde. On les a cherchés un petit peu à l'issue du premier conflit pendant quelques années. Et à un moment donné, on a dit, on arrête les recherches, maintenant, on ne les cherche plus, on ne les cherche pas. Mais quand ils émergent, on est quand même obligé de s'en occuper. Et c'est à ce moment-là que j'interviens, bien sûr. En France, à la fin de la guerre, la zone rouge s'étendait sur 11 départements. Les terrains étaient tellement pollués et dangereux qu'ils n'ont pu être rendus à l'agriculture et aux populations. Aujourd'hui, à Verdun, cette zone rouge ne s'étend plus que sur 10 000 hectares. Vierge de toute habitation, elle est ponctuée des vestiges des combats et habitée par le souvenir des sacrifiés. Pour trouver âmes qui vivent dans cette zone, il faut aller jusqu'au mémorial de Verdun.
C'est là que le 6 mai 2015, lors de travaux de rénovation pour la préparation du centenaire de la Grande Guerre, des ouvriers découvrent des ossements. Le docteur Bruno Frémont confirme rapidement que les restes sont bien des ossements humains. Les dépouilles de 3 soldats sont prises dans la glaise noire et collante de Verdun. Il faut les arracher au sol pour commencer à les assembler. Les équipements retrouvés sur place confirment qu'il s'agit bien de soldats français. On a 3 squelettes quasiment complets. On a tout un matériel militaire français, lui aussi quasiment complet. On a beau chercher, alors c'est pas facile parce que c'est de l'argile, très grasse, très épaisse, très humide. C'est pas facile, mais on a beau chercher, on ne trouve aucune plaque d'identité militaire. Sur le chantier, les ouvriers abandonnent les travaux. Tout le monde est mobilisé pour creuser, gratter la terre. Pour avoir une chance d'identifier ces 3 corps, il faut absolument retrouver leur plaque d'identité militaire. Et tout d'un coup, un ouvrier me tend quelque chose en me demandant « est-ce que ce serait ça ?» Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Et sur cette plaque-là, on pouvait lire Fournier, Claude, 1900. Le docteur Frémont se trouve alors face à une énigme de taille. La plaque appartient-elle à l'un de ces 3 corps? Et si oui, lequel? Commence ici l'enquête sur le sergent Claude Fournier. Direction Vincennes, près de Paris. C'est là où se trouvent les archives militaires françaises, que tout le monde peut venir consulter. Le ministère des Armées a même mis en ligne les archives numérisées, dont le fichier des morts pour la France, des fusillés de la Première Guerre mondiale, ou encore les journaux de marches et opérations des régiments, accessibles depuis le site Mémoire des hommes. En France, on est tous plus ou moins concernés par la Grande Guerre. On a tous un ancêtre qui a fait la Grande Guerre. On peut, à travers ce site, retrouver sa trace. Donc là, devant nous, sur l'écran, on a la fiche Mort pour la France du sergent Claude Fournier. Donc on va retrouver le nom de son régiment. Il est indiqué ici que le sergent Claude Fournier est tué l'ennemi. Donc cette expression donnera lieu plus tard à la mention des morts pour la France. Notre métier d'archiviste, c'est de rendre disponibles, accessibles ces archives tous les jours. Donc le site Mémoire des hommes donne l'opportunité de toucher le plus large public possible via ce site. Avec le nom du sergent Claude Fournier, voilà que nous avons accès aux détails des opérations de son régiment, jusqu'au jour de sa mort, le 4 août 1916. Arrivée des bataillons à la citadelle vers 11h, donc le 1er août. Bombardement assez vif de l'artillerie allemande. Par bonheur, le trajet des 2 bataillons se fait avec beaucoup de fatigue, mais sans perte. Le 2 août, le bataillon est mis à la disposition du colonel Française, commandant la 30e brigade au fort de Souville. Donc là, le sergent Fournier arrive au fort de Souville. Donc on peut trouver la position du fort sur cette carte qui est en fait un canevas de tir du secteur de Fleury. Donc à la fois le secteur à défendre, a priori par ici, le fort de Souville où il vient d'être positionné 2 jours avant sa mort, l'endroit où il a été retrouvé mort, Fleury devant Douaumont, et plus au nord, le fort de Douaumont. C'est toujours un peu d'émotion, même si les archivistes ont l'habitude de tenir entre leurs mains des documents parfois beaucoup plus anciens que ce journal de marche. Mais on ressent toujours quelques émotions, notamment à travers ce journal de marche. On a accès à beaucoup de souffrances aussi de ces poilus, qui sont tous un peu nos ancêtres aussi. Le sergent Fournier mourra 2 jours plus tard, le 4 août 1916, lors d'une attaque particulièrement violente à Fleury devant Douaumont. Mais beaucoup de questions restent en suspens. La plaque d'identité militaire appartient-elle à l'un des 3 squelettes du mémorial? Et si oui, pourra-t-on lui retrouver une famille? Le sergent Claude Fournier fait partie désormais de la vie du docteur Frémont, comme tant d'autres soldats tombés à Verdun avant lui et qui ont marqué de leur empreinte les murs de sa maison. Là, ici, pendant la guerre de 14-18, il y avait un hôpital de campagne militaire. Et beaucoup de soldats qui ont cantonné ici, et puis il y a eu beaucoup aussi
de blessés, beaucoup de morts. Même parmi le personnel de santé, il y a trois infirmières qui ont été tuées ici par des bombardements allemands le 18 août 1917. Et après les murs, il reste des inscriptions qui datent de cet hôpital de campagne. Là donc on a règlement d'ordre intérieur, entrée interdite aux étrangers, défense de fumer et de cracher, la place doit être lavée au moins une fois par semaine. Et alors suivent le nom des soldats qui dormaient sur des paillasses là, au pied de ces murs. Ils étaient quand même dans la tourmente, ils ne savaient pas de quoi serait fait le lendemain. Peut-être qu'ils allaient périr, repartir sur le front, être tués, mais il ne manquait pas d'humour, parce qu'il y a des endroits où ils dormaient, où c'est inscrit, ici c'est inscrit, ici repose, avec le nom du soldat, Sigi, le nom du soldat, et un peu plus loin c'est marqué Hier liegt, en allemand, donc c'est aussi un trait d'humour. Hier liegt, c'est ici, dort, hein, voilà. À l'époque, tous les enfants grandissent dans la haine du Boche, du cochon, qui en 1871 a volé l'Alsace et la Lorraine. Un seul discours à leurs oreilles, il faut reconquérir les provinces perdues, quitte à donner sa vie pour la patrie. Alors ça c'est mon grand-père maternel, hein. Et donc mon grand-père, ben voilà, quand il se fait photographier petit garçon à l'époque, les petits garçons, eh bien ils sont habillés en militaire. Là il est habillé en cuirassé. Donc voilà dans quel contexte ces enfants-là étaient élevés, l'esprit de la revanche et puis de retrouver l'Alsace et la Lorraine, hein. Donc ben, en 14, il a 20 ans, pile, et il est content de partir à la guerre. Voilà. Et quelques jours après, ben, son adjudant-chef vient les chercher, puis il dit « Bon, moi j'ai besoin de 5 volontaires pour enterrer les morts ». Et alors là, il réalise qu'il y a des morts. Pas un seul instant, il avait pensé qu'il pouvait y avoir des morts à la guerre. Il pensait que ça allait être l'affaire de quelques jours, et on les aurait pas prévenus qu'il y aurait des morts, hein. Donc, et là, ils ont commencé à déchanter. D'une certaine manière, le docteur Frémont a lui aussi donné sa vie à la patrie. Il a choisi de faire vivre le souvenir, la mémoire. Et ce choix passe par l'omniprésence de la mort dans son quotidien. Oui, bonjour Major. Oui, c'est à quel endroit? Ok, ben on se retrouve là-bas. Là-bas, c'est sur la route du fort de Douaumont, en plein cœur de la zone rouge. Si on ne cherche plus les corps des soldats disparus, ils se rappellent régulièrement à nous, à l'occasion de travaux. Il faut alors aller très vite pour ne pas retarder le chantier. C'est pourtant une véritable investigation policière qui commence. Qui peut dire à ce stade s'il s'agit d'un soldat de la Première Guerre ou d'une victime récente? Pour ce squelette, comme pour celui du sergent Claude Fournier, la justice ouvre une enquête. Il y a encore de la matière organique noirâtre là. Donc ça c'est le fémur là, c'est l'os le plus gros, hein, d'organisme, c'est celui qui est le plus intéressant à trouver, hein. Voilà. Voilà. Et alors là, on voit que ça c'est un fémur droit. Shrapnel. Ouais, c'est super intéressant ça. Qui était donc juste contre l'os. C'est une petite bille L'acier ou d'acier qui était envoyée par des obus à balles. Par les obus, ouais. Ouais. On n'est pas encore complètement dans un domaine archéologique, hein. Il y a un côté humain qui est encore extraordinairement présent, hein. C'est pour ça que tous les ossements du champ de bataille, ils ont droit exactement au même traitement qu'à mort ou une découverte de cadavre qui vient de mourir la veille ou l'avant-veille. Hôpital de Verdun. L'inconnu de la route de Douaumont est ramené sur la table d'autopsie du docteur Frémont pour un examen complet. On voit les excroissances osseuses
Donc c'est un individu qui, manifestement, n'a plus 20 ans. Hein. Je pense que c'est bon, ces deux-là aussi. Ok. Oui, alors là, on a Ah, là, tiens, je te le donne. Il y a comme une fracture ou un une blessure ouais. antémortem, hein, et très vraisemblablement une blessure ici par éclat d'obus. Hein. La plupart des blessés et des morts de Verdun, c'est par éclat d'obus. C'était terrible, parce que ou bien il mourait tout de suite, ou bien il mourait d'infection dans les jours, dans les semaines qui suivaient, car on est à une époque où il n'y a pas de traitement antibiotique, il n'y a pas de vaccin contre le tétanos, et donc la plupart des soldats vont mourir d'infection de leurs plaies par éclat d'obus, même minime. Bon, il n'y a plus rien, on a fini. Tout est assemblé, non, c'est Voilà. tous les... Il est à peu près complet. Hein. Le procureur de la République est presque un interlocuteur quotidien du docteur Frémont. Habitué à être réquisitionné par la justice, il anticipe même ces questions. On a pu rapidement reconstituer un squelette qui est, comme vous voyez, qui est quasi complet. Oui, c'est ce que j'observe, oui. Voilà, c'est un cadavre dont les ossements sont compatibles avec donc la Première Guerre mondiale, comme nous le prouve aussi tout le matériel qu'on a pu trouver tout autour. D'accord, donc en fait, on peut considérer que l'impact de l'obus est à l'origine de la mort? Oui, tout à fait. C'est une blessure qui est létale par excellence au niveau du crâne. D'accord, et qu'il s'agissait d'un soldat. Et qu'il s'agissait d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Mais bien sûr, on a à cœur toujours d'essayer de trouver son identité, ou au moins sa nationalité. On a trouvé dans le dos, il avait ça. Et ça, c'est la crosse en bois du fusil Moser, donc le fusil, la carabine allemande de 14-18. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand même cette paire de chaussures qu'il a au pied, ici. Et ces chaussures-là sont des chaussures typiquement françaises. Ce sont des godillots, hein, à clous. Et les os des pieds sont encore à l'intérieur, les calcanéums et tous les os des pieds sont encore à l'intérieur. Et encore avec les lacets. Et encore avec le laçage qui a été fait par le soldat avant de monter sur le front. Alors on est sûr que les chaussures sont françaises, mais il arrivait qu'on puisse prendre des chaussures à l'ennemi. Si les chaussures étaient en bonne qualité, c'est pas une preuve en soi que d'avoir des chaussures françaises. Pour l'instant, on est toujours dans l'expectative, puisqu'on a à la fois du matériel français et du matériel allemand. Les équipements retrouvés près du squelette ne laissent aucun doute. Le docteur Frémont confirme rapidement qu'il s'agit bien d'un soldat de la Grande Guerre. Faute de pouvoir l'identifier et donc de pouvoir le rendre à sa famille, c'est le ministère des Anciens Combattants qui va se charger de l'inhumation. Je dirais, même si le commun des mortels pourrait dire « bah oui, c'est sûr que c'est un soldat », non. Le rôle du procureur de la République, c'est de s'assurer qu'il s'agit bien d'un soldat, bref, comme on dit, de fermer toutes les portes avant de prendre la décision de remettre le corps aux autorités pour inhumation. En matière de médecine légale, le docteur Frémont ne travaille pas seulement sur les corps des soldats de la Grande Guerre. Il autopsie également chaque année une centaine de cadavres amenés par les gendarmes. Des morts tragiques, des accidents, des meurtres, des suicides. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi médecin urgentiste du SAMU. Voilà, et il a déjà fait des infarctus, c'est bien ça? Demande-lui voir s'il a une douleur ou s'il n'a pas de douleur. Il n'a pas de douleur, hein, il n'a aucune douleur. Hein. Donc, de toute façon, l'ambulance est partie. Hein, et en attendant, il reste allongé, comme il est, jambes surélevées. D'accord? Voilà. Bon, très bien. Au revoir, madame. J'ai un arrière-grand-père qui était médecin-major et qui, lui, bien sûr, a tourné dans tous les postes de secours et dans tous les hôpitaux de campagne sur le front ou sur l'arrière-front. Et puis, avant moi, mon père était déjà médecin légiste, et donc je fais ça tout à fait naturellement. Donc, grand de déshabillage. À l'ouverture de la douche, on constate qu'il y a beaucoup d'eau au fond de celle-ci. Les vêtements de la victime sont entièrement
mouillé. Ce vêtement n'est ni déchiré ni perforé. Point. Ma vie est un petit peu peuplée de morts. Et on pourrait se demander des fois, mais comment survivre au milieu de tous ces morts, hein? Alors bon, la réponse, elle est dans certaines passions qui permettent d'aller au-delà et puis de continuer à avancer, de continuer à vivre. Les bois, les animaux pour reprendre pied dans la vie. Loin des odeurs de la salle d'autopsie, la nature occupe les rares moments de liberté du docteur Frémont. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre. Ça apaise par rapport à la médecine d'urgence et puis à la médecine légale. Ça remet les idées en place et les pieds sur terre. La nature, elle a ceci, c'est qu'elle ne meurt jamais. Elle se régénère toujours. La nature, quelque part, elle est rassurante. La Première Guerre mondiale a fait 10 millions de morts. Il n'y a pas une famille en France qui n'ait été touchée par l'hécatombe. Toutes comptent au moins un mort, un blessé ou un orphelin. Le docteur Frémont ne fait pas exception. Voilà, Frémont Léon, le frère de mon grand-père paternel. C'est notre fantôme familial, à nous, et comme toutes les familles françaises qui ont été endeuillées. Et il s'appelait Léon Frémont. Mon père, quand il est né, on l'a appelé Jean, mais son deuxième prénom, c'était Léon, pour rappeler son oncle. Des fois, on a redonné les mêmes prénoms aux enfants qui sont nés, comme pour essayer de les remplacer. Et puis, eh bien, chez moi, j'ai son petit médaillon qui représente en photo. Et mon arrière-grand-mère conservait ce petit médaillon sur sa table de nuit. Et jusqu'à sa mort, elle a serré contre elle le médaillon représentant son fils qui avait disparu trop tôt en 1914. Partout en France, dès la fin de la guerre, des monuments s'érigent à la mémoire des chers disparus. Tout comme à Colombier-en-Brionnais, d'où le sergent Claude Fournier est originaire. Le maire, Jean-Paul Malatier, se passionne pour son histoire. Voilà le nom de Claude Fournier, qui est bien inscrit sur le monument aux morts de Colombier. D'avoir retrouvé ce soldat en me disant on a un soldat de Colombier qui a été retrouvé, voilà, mon premier instinct c'était de venir voir, oui c'est bien Claude Fournier. C'est plus un instinct qu'une information, puisque je savais. Les 3 squelettes du mémorial de Verdun agitent la presse française, et plus particulièrement en Saône-et-Loire. La découverte de la plaque du sergent Fournier, l'enfant du pays, soulève beaucoup de questions. La première, a-t-il encore de la famille dans la région ? Pour tenter de trouver une réponse, Jean-Paul Malatier se lance dans la réalisation d'un arbre généalogique. Il fallait que je comprenne cette famille. Donc il a fallu, j'ai retrouvé avec les actes, faire un petit arbre généalogique pour retrouver le sens de toute la famille. Donc voilà, et là tout est expliqué. Donc voilà, ses parents, Antoine Fournier, sa mère, Claudine Desmurger, qui ont eu 3 enfants, dont Claude Fournier, né le 27 novembre 1980. Et ensuite, qui a eu une seule fille, Jeanne-Antoinette Fournier, et donc ses 3 enfants. Et c'est finalement une parente du sergent Fournier qui se présente un jour à la mairie. La petite fille de la sœur du sergent Claude Fournier. Elle vit toujours au village. Bonjour Claudia. Bonjour. Ça va ? Oui. Oui. Claudia, bien sûr, est venue se présenter à la mairie après avoir vu les articles, les premiers articles de journaux, les journaux locaux. Donc elle est venue se présenter à la commune, à la mairie, pour nous dire voilà, je suis de parent avec le soldat Claude Fournier. Elle m'a apporté cette mémoire qu'elle savait, puisqu'elle avait des photos de la fille de Claude Fournier, puisqu'ils sont restés en relation longtemps avec la fille de Claude Fournier. Sa fille est morte, elle avait 101 ans. Elle était pourtant pas jeune. Mais elle n'avait jamais su son père. Elle savait qu'il était mort à Verdun. Mais c'est tout ce qu'elle en savait. Elle ne savait pas où. Non. Et comment elle était morte. Non. L'histoire du sergent Fournier commence à se préciser. Sa fille est donc décédée,
mais il semblerait qu'elle ait eu un fils, et que ce fils soit toujours vivant. Il s'appelle Robert Allard. Claude Fournier était décédé, et il y avait peut-être un petit-fils qui était toujours vivant, mais que personne n'arrivait à localiser. Et c'est M. Malatier qui a pris son téléphone et qui a téléphoné à tous les Allard du sud de la France, un par un. Et à un moment donné, il est tombé sur un monsieur Robert Allard qui a dit oui, effectivement, Claude Fournier, c'était mon grand-père. Voilà. Donc là, il y a un maillon de la chaîne tout à fait extraordinaire, et ça, on le doit à monsieur Malatier. Chez lui, à Cannes, Robert Allard se souvient encore de cette journée d'octobre 2016. Je reçois un coup de fil d'un monsieur qui se présente. Je suis monsieur Malatier, le maire de Colombier-en-Brionnais. Il m'a dit, il semblerait qu'on ait retrouvé les restes de votre grand-père. Alors j'avoue que, bon, j'étais assis, ben, ça va, mais sur le moment, c'est enfin, je sais pas trop ce qui se passe, mais on retient sa respiration et on attend la suite. Ben après, c'est le docteur Frémont qui m'a appelé, qui me dit, monsieur Allard, pour être sûr de cette filiation, on va faire une première en France. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un test ADN? Passé l'émotion, Robert Allard se prête volontiers à l'exercice. Avant d'effectuer les prélèvements qui serviront au test d'identification génétique, le docteur Frémont assemble les 3 squelettes du mémorial avec Manu Roba, son aide-soignant. Bien, on va commencer par le sternum. C'est pas une balle, hein, c'est physiologique. Ouais, trop. T'en as compté combien des vertèbres? En fait, ça serait. Ouais. Avec, oui, tu comptes le. Bah oui, je compte ça. Le sacrum, ouais, ouais. Bon, bah, on va mettre les côtes. Hein, voilà, on va chercher les côtes. Dans le même ordre, hein. Comme laissez dans l'ordre dans lequel elles sont. Ouais. Voilà. Redescends un peu aussi comme moi, voilà, comme ça. Bon, on va chercher le tibia. Il n'y a pas d'éclat métallique. Voilà. Ils s'articulent bien ensemble et c'est bien les mêmes à côté. Exactement. Voilà, bien symétrique. Alors, donc voilà, le crâne. Là, il est en bon état. Là, il y a une fracture quand même. Hein. Au niveau temporal. Voilà, là, il y a les sutures crâniennes, mais ça, c'est une fracture du crâne. Trait de fracture. Maintenant, on va faire un prélèvement sur le fémur. Ça va être transmis à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Du professeur Kayser, qui est spécialisé pour les identifications génétiques. L'examen ADN est essentiel. Il va permettre d'associer la plaque de Claude Fournier à l'un des 3 squelettes. Ou pas. Pour être sûr à 99,999% que le sergent Fournier est bien l'un des 3 squelettes, il faut comparer les échantillons avec un ADN féminin. Ce n'est donc pas son petit-fils, Robert Allard, mais Claudia Palua-Montel, sa petite nièce, qui s'est prêtée au prélèvement. Tiens, Angela, nous venons de recevoir les prélèvements du docteur Frémont. Tu sais, ça concerne les 3 poilus qu'il faudrait identifier. Dans un premier temps, les échantillons sont décontaminés de tout ADN étranger. Ils sont ensuite réduits en poudre très fine. Cette poudre est mise en présence d'une solution qui fait éclater les cellules et libère la molécule ADN. La dernière étape permet d'amplifier cet ADN pour l'analyser. L'opération se répète pour les 3 squelettes. Chacun est identifié grâce à l'acronyme PM pour poilu et mémorial. Les ADN PM1, PM2 et PM3 sont ainsi enfin comparés. Cette machine, en fait, elle va permettre de visualiser l'ADN et de nous donner, en fait, le profil génétique de l'individu que l'on a analysé. Claudia Palua-Montel présente une mutation et le squelette PM1 eh bien, présente exactement la même mutation alors que les autres ne l'ont pas. Donc cette analyse, en fait, a confirmé que
le squelette PM1 était bien celui de Claude Fournier. Si les tests génétiques sur les soldats anglo-saxons de la Première Guerre mondiale ont déjà fait leurs preuves, ils sont encore inédits sur un soldat français. C'est quelque chose d'historique, puisque aujourd'hui, le sergent Fournier, il est le premier poilu reconnu génétiquement, et c'est aussi une certaine forme d'espoir et un certain réconfort pour toutes ces familles qui n'ont jamais retrouvé celui des leurs qui avait disparu à Verdun ou ailleurs pendant la guerre de 14-18. Pour redonner au sergent Fournier toute sa place dans l'histoire, le docteur Frémont travaille à transmettre son histoire. Pour cela, il se rend aujourd'hui à l'école de Colombier-en-Brionnais. Après avoir beaucoup collaboré à distance, le docteur Bruno Frémont et le maire Jean-Paul Malatier se rencontrent pour la première fois. Ben voilà. Bonjour, docteur. Voilà, Moi, content de vous enchanté, connaître. vraiment très heureux de Moi vous aussi, accueillir moi aussi. à l'école de Colombier. Moi aussi. C'est un grand plaisir. Voilà, moi aussi. Merci beaucoup Je vous en prie. d'avoir fait le déplacement Oui, oui. pour cette histoire, cette belle histoire. C'est une belle histoire voilà, effectivement, qu'on porte Voilà. ensemble. Avec, et puis, voilà, avec tous les temps qu'on a passé au téléphone et de vous rencontrer. Ah oui, c'est, tout à fait. c'est vraiment pour moi un honneur de vous accueillir. On a bien travaillé ensemble et c'était réciproque, ça a permis d'aboutir. Voilà. Très bien. Écoutez, voilà, donc les enfants, l'institutrice Marilyn aussi qui a travaillé sur le projet, bien sûr. Hein. Ils ont aussi un concours à faire sur, comme thème, le soldat sergent Claude Fournier. Et pour accompagner les enfants dans leur projet, le docteur Frémont est venu leur exposer cette incroyable histoire. Voilà, donc je vais vous parler de Claude Fournier, mais avant de vous parler de Claude Fournier, je vais déjà vous parler de moi et puis de Verdun. Alors voilà. Alors moi j'ai un grand-père qui avait combattu à Verdun. Il était traumatisé par Verdun. Il avait été très gravement blessé à Verdun. Il avait perdu beaucoup de copains. Il est là, et ça c'est son meilleur copain, qui était capitaine, le capitaine Hartmann. Et lui, il était tué pendant la guerre de 14-18. Il avait toujours la photo de son copain avec lui. Suivante. Voilà ce qu'on voyait à Verdun après la guerre de 14-18. Il y avait des ossements partout, comme ça, malheureusement. Alors là, nous sommes en 2015, en mai 2015. Vous voyez que derrière, il y a le mémorial de Fleury. C'est un très beau musée. On fait les travaux pour l'agrandir. Et, à un moment donné, une pelleteuse creuse pour enfouir une cuve d'assainissement. Suivante. Voilà la pelleteuse, voilà ce qu'on trouve. Là, vous ne voyez pas grand-chose, mais ici, bon, c'est un crâne humain. Et voilà, on peut reconstituer 3 squelettes. Pour pouvoir identifier un soldat de la guerre de 14-18, il faut trouver une petite plaque. Il y a le nom du soldat, Fournier, Claude 1900. Et là, cette plaque-là, hein, on ne l'a pas au départ, on n'a pas de plaque. Et c'est en allant refouiller un tas de terre qui était béné à 200 mètres de là qu'on va trouver cette petite plaque qui est la plaque de un des 3 soldats. Je vous l'ai amenée pour vous la montrer, pour vous montrer ce que c'est qu'une plaque d'identité militaire. Et c'est grâce à ça qu'on a pu remonter jusqu'à Claude Fournier et jusqu'à Colombier-en-Brionnais. Vous faites passer, vous y faites attention? Vous la faites pas tomber. À l'endroit où ils ont retrouvé les os de Claude Fournier, s'ils seront pas retournés, ils n'auraient pas trouvé ça et puis ils n'auraient pas su c'était peut-être qui. C'est ça. Le soldat. Elle est restée un siècle à 2 mètres sous terre. Alors c'est une petite plaque qu'ils avaient autour du cou ou des fois autour du poignet. Et quand un soldat était tué, ça permettait de l'identifier, de dire voilà, un tel a été tué, on a retrouvé sa plaque. Je vais laisser les enfants vous poser leurs questions. Clara, tu commences? Pourquoi avez-vous fait ce métier? Un petit peu naturellement. J'ai pas beaucoup de mérite parce que mon père, il était déjà médecin légiste. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'histoire aussi. Ça, c'est... Vous avez identifié combien de corps? Combien de corps identifiés en tout depuis le début que je fais ça? Déjà, c'est très rare d'avoir des squelettes entiers. Et ensuite, quand on a un squelette entier, pour pouvoir l'identifier, il faut aussi avoir cette petite plaque d'identité militaire. Et bien souvent, ils ne l'ont pas. Et depuis que j'exerce, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être qu'il y en a une trentaine d'identifiés.
Mais identifier aussi précisément qu'avec l'analyse génétique, c'est le premier. Parce que les autres, c'est une présomption d'identité. On n'est pas complètement sûr que ce soit eux. Alors que là, lui, on est sûr à 100% que c'est Claude Fournier. Allez-vous continuer d'essayer d'identifier les corps retrouvés avec Claude Fournier? Ils étaient 3, il n'y en a qu'un seul qui est identifié, et les 2 autres, eh bien, ils ne peuvent pas être identifiés parce qu'on n'a pas de plaque d'identité. Par contre, il y a quand même leur ADN qui a été fait. Et on a leur code génétique. Hein. Donc, on ne sait jamais. Si on retrouvait un document qui nous dise, par exemple, Claude Fournier a été abattu tel jour avec 2 de ses camarades, ils sont tombés en bas du talus et qu'on avait le nom des 2 camarades, alors là, on pourrait éventuellement retrouver de la famille avec leur nom. Alors, pendant la guerre de 14-18, la France a perdu presque 1 400 000 soldats qui sont morts pour la France. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de leur sacrifice? Moi, personnellement, je le dis franchement, je serais pas capable, même si j'avais 20 ans, de me sacrifier et de savoir que je serais peut-être mort dans la guerre, alors que eux, ils y allaient positifs. Et moi, je pense que il y a un grand respect pour eux, pour les Français, mais aussi pour les Allemands, parce qu'il n'y a pas, même si on préfère la France que les Allemands, ils se sont battus quand même pour l'histoire. Donc, Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au sacrifice? C'est des gens courageux qui sont partis à la guerre pour nous. Et sans eux, on serait allemands, la France n'existerait plus. Et je trouve que c'est très courageux de leur part. Maintenant, dans les forces armées, il y a des hommes et il y a des femmes aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les femmes seraient prêtes aussi à se battre comme les hommes? C'est aussi une question. Si c'est pour la France, oui. Hein. Et dans quel état d'esprit tu serais au moment de partir à la guerre? Positif. Je me rends compte qu'on pourrait rester encore ici un jour ou deux. Les doigts se lèvent de tous les côtés. Et que vous étiez très intéressés et aussi très intéressants. Et je crois qu'en leur nom, je peux vous dire merci aussi. Le devoir de mémoire, c'est essentiel. Si on ne transmet pas ça aux jeunes générations, comme moi-même, mes grands-pères me l'ont transmis, alors ça ne servira à rien. Et puis tout cela recommencera. Il ne manque plus qu'un visage à Claude Fournier. Son petit-fils n'a plus aucune photo de famille. Tout a été détruit dans une inondation. Dernier espoir, Claudia, sa petite nièce. On avait tout, on avait donc un corps, on avait donc Claude Fournier. Il nous manquait, pour l'identifier, une photo. Donc cette photo, Claudia, bien sûr, je suis venu la voir en disant « Est-ce que vous savez pas retrouver une photo ?» Et un jour, elle m'appelle en disant « J'ai retrouvé une carte postale avec 15 soldats dessus et un nom derrière. » Si on avait eu une photo avec le soldat tout seul, c'était fait. Hein. Une bonne nouvelle, cette photo. Mais reste un obstacle à l'identification. Ces 15 visages, 15 soldats inconnus. Comment savoir lequel est le sergent Claude Fournier? Et comme j'avais eu de nombreux contacts avec M. Malatier et avec M. Allard, et qu'on m'avait transmis cette photo qui avait été retrouvée chez la vieille cousine où il y avait une quinzaine de soldats, l'idée m'est venue de pouvoir tenter une reconstitution faciale à partir du crâne qui était toujours en notre possession. Le docteur Frémont sollicite alors les gendarmes, qui disposent d'équipements capables de reconstituer un visage à partir d'un crâne. L'expérience est tentée à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, à Pontoise. Le crâne est modélisé à l'aide d'un scanner pour obtenir une image en 3 dimensions. Cette image-là qu'on a, c'est la première partie de la reconstitution faciale. C'est-à-dire que là, on a pu avoir une acquisition réelle et une vue 3D du crâne, et qui va être cette image-là, le point de départ
pour par la suite faire les différentes étapes de la reconstruction faciale. Sur l'image du crâne numérisé, l'anthropologue positionne 78 points de repère. Il applique ensuite un algorithme qui va représenter des textures de tissu mou et donner du volume à un visage qui reste neutre. Il faut ensuite s'en remettre à la génétique pour le compléter. Avec l'ADN, on est en mesure de prédire 4 caractéristiques. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau et l'origine biogéographique de l'individu. La dernière étape est artistique. Elle s'appuie sur les modes de l'époque pour proposer plusieurs accessoirisations de ce même visage. Donc sincèrement, je pense que le visage qu'on a pu obtenir, c'est le visage le plus probable du sergent Claude Fournier. D'accord, très bien. Donc la photo du haut semblerait, dans le contexte de l'époque, être la plus pertinente à diffuser. Voilà. Notre proposition, en intégrant le maximum de données objectives, scientifiquement établies, et sur ces 15 personnes, où pourrait se situer le sergent Fournier, si tenté qu'il soit sur la photo. On savait que c'était un soldat, il y a eu cette émotion qui est venue se greffer sur un dossier et sur un numéro de dossier, c'est vrai. Et nous sommes des militaires, donc il est évident que pouvoir redonner à une famille un défunt, mort pour la guerre au combat, pour notre liberté, pour nos valeurs, celles qui aujourd'hui sont appliquées dans notre pays, et à un moment, ça prend une autre dimension. J'ai presque honte de l'admettre, mais j'ai pas eu de doute là-dessus. Moi, je suis allé directement sur ce soldat. Pour un soldat identifié, combien de corps anonymes, de corps en miettes, explosés, dispersés par les obus. À la fin de la guerre, des milliers de restes humains tapissent le sol de la zone rouge. De quoi donner un insoutenable vertige aux familles des disparus qui cherchent une trace, un objet, un lieu où amarrer leur douleur. Il fallait au moins ce monument unique pour se recueillir. Financé entièrement par des dons privés, l'ossuaire de Douaumont est inauguré en 1932 pour offrir un lieu de mémoire aux 130 000 soldats français et allemands. Réduits à l'état d'os, ils reposent désormais ensemble, en paix. L'ossuaire de Douaumont a été la volonté de Monseigneur Ginisti, donc alors évêque de Verdun, puisque dès 1919, il vient sur le champ de bataille de Verdun et voit tous ces ossements épars. Il veut absolument leur redonner une sépulture digne. Dans les sous-sols, les os sont rassemblés en fonction de la zone où ils ont été découverts. Il y a une succession de petites chapelles rappelant le nom des secteurs de combat. Et sous les deux cénotaphes, il y a la fosse de 14 mètres cubes de ce secteur. Et tout ça a aidé toutes ces familles à faire leur deuil. Exactement, c'est vraiment pour aider toutes ces familles à faire le deuil après-guerre. Pour la première fois depuis sa création, une caméra est autorisée à descendre dans les entrailles de l'ossuaire. Donc nous y voilà. Nous sommes donc sous le bouclier. Et ici, donc, il y a les ossements. Il y a des petits éléments aussi, comme ici, là. On ne sait pas si cette partie-là a été attachée à ce crâne, mais quand on voit ça, ça nous indique tout de suite... Exactement, puisqu'en fait, il s'agit en fait d'une partie intérieure du casque français, modèle 1915, que portaient nos poilus. Donc s'il avait été retrouvé exactement sur le terrain avec l'ossement, voilà. On se doute que le soldat était français. Ça peut donner une indication de nationalité. Voilà. La plupart du temps, ce sont des ossements épars, ce sont des fragments d'ossements, et la destination, c'est l'ossuaire et l'anonymat. Il est très rare de retrouver des squelettes à peu près entiers, et il est encore plus rare de trouver cette petite plaque d'identité militaire, et encore beaucoup plus rare de pouvoir rattacher un soldat, le squelette d'un soldat, à une famille encore existante. Le cas du sergent Claude Fournier est exceptionnel. C'est le premier poilu identifié grâce à son ADN, et c'est aussi le premier à bénéficier d'une reconstitution faciale. C'est inespéré pour la famille. Voilà un visage qui se révèle familier. Avec lui s'ouvre un chapitre ignoré de son histoire,
se ferme dans le même temps celui du mystère et de la légende. Aujourd'hui est un jour très particulier. Robert Allard arrive de Cannes pour les obsèques de son grand-père. Il a choisi de l'enterrer ici, à Verdun, pour qu'il repose auprès de ses frères d'armes. Bonjour Monsieur Allard. Docteur Frémont, vraiment c'est un immense plaisir de vous connaître. Moi aussi, c'est un grand plaisir de vous connaître Monsieur Allard. Bonjour Madame Allard. Allard. Enchanté. C'est énorme ce que vous faites. Oui, non mais Si. mon grand-père a fait aussi la guerre de 14-18. Il me parlait toujours de ses copains qui étaient restés. Et bon, toute sa vie, il a été traumatisé avec ça. Oui, parce que je pense qu'ils ont vécu des moments épouvantables. tous ces soldats. Épouvantables. Bon. Vous êtes senti dans cette affaire-là, ce que je remarque, c'est que tout le monde s'est senti concerné. Le grand regret de ma mère, c'était bon, elle savait qu'il avait été tué à Verdun, mais elle ne savait pas où. Alors elle ne savait pas en disant mais à Verdun c'est à Fleury, c'est au chemin des Dames. Enfin, c'était le flou le plus complet. Moi aussi, je me suis senti concerné. Je pense que ça a été le cas aussi de M. Malatier, qui raconte que son grand-père était voiturier à Verdun en 1916. Et donc lui aussi, il s'est senti interpellé. Voilà, hôpital Saint-Nicolas. Et c'est là où vous êtes, vous? C'est là que je travaille aux urgences au SAMU, effectivement. Pour la mise en bière des 3 soldats du mémorial, le médecin légiste invite la famille du sergent Claude Fournier dans la chambre mortuaire de l'hôpital de Verdun pour un dernier hommage. Voilà celui-là, c'est un soldat inconnu. Celui-là, c'est un autre soldat inconnu. C'était un jeune, alors c'était un jeune, voilà. Jeune. Tout à fait. Et celui-là, c'est votre aïeul. C'est votre grand-père, Claude Fournier. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant. À travers lui, c'est un symbole. Hein. On avait le soldat inconnu en 1920 qui est parti de Verdun, qui est sous l'Arc de Triomphe. Et maintenant, on a le soldat reconnu avec cette espèce d'espoir et quelque part, avec tout ce qui a été fait autour de lui, on lui a rendu une âme. Deux bus ont été nécessaires pour transporter à Verdun les élèves et habitants de Colombier-en-Brionnais. Tous souhaitaient assister aux obsèques de l'enfant du pays. On peut dire que c'est l'aboutissement d'un travail de 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, mais c'est surtout l'aboutissement d'une histoire, d'une reconnaissance à nos soldats, bien sûr à Claude Fournier, mais à ses 2 compagnons et tous les soldats de cette terrible guerre de 14-18. 3 ans après sa découverte, le sergent Claude Fournier reposera enfin au cimetière de Douaumont. Ses 2 compagnons resteront inconnus,
mais tous reçoivent les honneurs militaires au cours d'une cérémonie officielle. J'ai une pensée aujourd'hui plus particulière par rapport à ma mère. C'était son grand regret de n'avoir pas su où était mort son père. Présentez. Ah. Rapport couronné. Si on m'avait dit qu'un jour je serais à Verdun, non, j'y croyais pas. Ça a impliqué un tas de personnes qui ont voulu aller au bout des choses. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes. Parce qu'ils ont fait un truc énorme. Non, c'est une belle histoire. Oui, c'est ma manière de rendre hommage à mes grands-pères, à mon grand-oncle. Les restes de 80 000 soldats sont toujours enfouis çà et là dans la zone rouge de Verdun. Ils hantent la forêt avec l'espoir d'être un jour découverts et enfin démobilisés. Ils rêvent pour cela de prendre place un jour sur la table d'autopsie du docteur Bruno Frémont.